du jour au lendemain, tu commences à avoir des collaborations rémunérées, tu comprends pas ce que c'est comme métier. On te jette dans un univers et puis on te dit maintenant fais. En fait, la communauté Miss France, elle est fidèle. Moi, il m'a fallu plusieurs années avant de comprendre la dimension professionnelle de mes réseaux sociaux, tu vois. Je vais vous dire un truc que beaucoup de gens du marketing pensent tout bas. Être Miss France, c'est la visibilité la plus fragile qu'on puisse avoir. Tu hérites d'une audience de millions de personnes en une soirée, mais si t'en fais rien, du jour au lendemain, tout le monde t'a oublié. Finalement, ta visibilité quand t'es Miss France, elle ne t'appartient pas. Bienvenue sur Next Gen No Talk. Je suis Camille Dufossé, la fondatrice de l'école du SEO et de Next Gen SEO. Aujourd'hui, le SEO, il ne se limite plus seulement à une URL de site web. Il se croise avec plein d'autres métiers comme l'influence, l'IA, le branding, et c'est exactement la raison d'être de ce podcast. Le concept est simple. Chaque épisode, on invite des personnes qui viennent de mondes complètement différents et on décortique ensemble comment faire pour être visible. Alors, on va vulgariser, on va confronter des visions et on va essayer de comprendre tous les mécanismes de visibilité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial puisque on accueille Clémence Bottineau. Merci Clémence d'être ici. Merci à toi de m'avoir invitée. Et alors Clémence, elle a un palmarès Miss France 2020. Créatrice du média Artefil, média culturel. Tu es également conseillère en communication digitale pour l'UNESCO, c'est ça? Exactement, tout à fait. Tu as réalisé tout ça quoi, en 5 ans? En 6 ans plutôt. Mais Ouais. oui, Bon. quasiment, mais oui. Bravo, Ça fait chapeau. beaucoup de choses. Merci beaucoup, c'est gentil. Et surtout, Clémence, tu as une grosse particularité et c'est pour ça que je te voulais absolument sur cet épisode. Parce qu'en fait, par rapport aux créateurs de contenu, on a l'habitude de voir finalement, si je peux dire, la grande majorité des créateurs de contenu. Toi, tu as fait totalement le chemin inverse de ce que tout le monde fait. C'est-à-dire que toi, du jour au lendemain, tu as été propulsée avec une visibilité folle. Et qu'est-ce que tu en as fait, quoi? J'étais un peu perdue au début, pour être très honnête avec toi. Ça a été surtout moi qui étais vraiment anti-réseaux sociaux quand j'étais plus jeune. Ça a été vraiment un choc pour moi de me retrouver avec une communauté. Je savais pas forcément comment interagir avec elle. Je savais pas qui j'étais, quel personnage public j'étais aussi sur les réseaux sociaux et tout ça, ça a mis du temps avant que je puisse vraiment l'apprivoiser. Et on te remercie d'être ici pour en parler. Et j'ai plein de questions pour toi, mais des questions que moi-même je me pose et je pense que ça va faire aussi avancer beaucoup de monde. Ok. Et on a la chance de tourner dans un lieu incroyable. C'est super beau. Regardez-moi cette vue là sur la scène. On est sur la scène, sur la plus grosse péniche de la scène à l'occasion du SEO Summit. Le SEO d'ailleurs. Parlons-en. Je ne savais pas ce que c'était jusqu'à ce que Camille m'en parle, mais du coup, c'est formidable. J'ai appris quelque chose aussi. Mais vas-y, je t'en prie. Mais tu sais que le pire, c'est que tu en fais tous les jours du SEO. Sans t'en rendre compte, en fait, quelque part. Ça. Puisque, du coup, pour ceux qui sont les moins aguerris sur le sujet, le SEO, c'est le principe de te rendre visible, toi, en tant que personne ou en tant que marque. C'est ça. Partout là où il y a une barre de recherche, en fait, tout simplement. Donc, historiquement, les gens faisaient beaucoup leurs recherches sur Google, donc ils tapaient des mots-clés et puis on avait une liste de sites web. Et puis aujourd'hui, finalement, le SEO s'est élargi. Large, oui. Et donc maintenant, on a la recherche TikTok, on a la recherche Instagram. Tout ça, c'est des mots-clés. Tu poses des questions aussi des fois dans tes barres de recherche. En fait, tu te contentes pas juste d'écrire un nom. Des mots-clés, ouais. De plus en plus, les recherches, ce qui a été analysé en tout cas c'est le mot-clé. En fait, historiquement, dans le monde du SEO, on parle beaucoup de mots-clés. Mais en fait, au fur et à mesure des années et surtout depuis l'arrivée, tu sais, des IA, etc. En fait, je sais pas si toi c'est pareil, mais moi c'est très rare maintenant que je tape une requête très large en fait. Généralement, ok. Tu sais, c'est-à-dire que je vais la poser, mais à l'IA du coup, la requête, tu vois. Mais souvent, du coup, quand tu parles à une IA, tu vas poser des questions beaucoup plus spécifiques. Tu vas pas dire quel shampoing acheter, tu vas dire quel shampoing pour cheveux secs, bouclés. Ah non, moi j'aime bien avoir une conversation avec mon IA. Je lui parle en fait, je fais des grosses. Mais c'est bien, mais justement parce que du coup, les gens contextualisent beaucoup plus leur recherche qu'auparavant. C'est vrai. Et tu vois, les gens finalement, ils contextualisent beaucoup plus leur recherche. Tu vois, quand tu parles à ton IA, tu lui donnes beaucoup plus de contexte que juste quelques mots-clés. C'est vrai. Donc le métier change. C'est vrai. Change beaucoup aussi. Là maintenant, tu es sur le point de regarder un épisode que j'ai tourné avec des gens que tu connais, comme Miss France 2020, comme Neil Patel et comme tous les autres invités pépites que j'ai reçus sur cette série. Et si tu as confiance en mon contenu, c'est parce que tu te dis que je me suis entourée de gens que tu connais et en qui tu as confiance. Si ces épisodes, ils existent, c'est aussi grâce à netlinking.com parce que sur Google et sur tous les autres moteurs de recherche, c'est exactement pareil que ça fonctionne. Plus tu es associé à des gens fiables,
plus tu vas avoir du poids sur ton marché. En SEO, on appelle ça le netlinking. C'est un peu comme le networking, sauf que c'est des sites externes qui vont faire le lien vers toi. Netlinking.com, c'est une plateforme qui propose des liens positionnés sur des articles qui sont déjà visibles dans Google. Donc tu sais exactement ce que tu achètes et en plus, ils ont un algorithme de rapprochement sémantique qui te propose des articles qui sont déjà dans ta thématique. Qui fait qu'aux yeux de Google, ce sont tes pairs qui parlent de toi et pas juste un site de déco qui a des bonnes stats alors que tu vends des tartes aux pommes. Je te conseille d'aller checker la plateforme parce qu'ils ont même des outils gratuits pour t'y mettre. Je les remercie d'avoir soutenu ce format. Je te mets tous les liens en commentaire et je te laisse tout de suite avec l'épisode. C'est intéressant d'en parler avec toi parce que toi, finalement, quand tu vas poster aujourd'hui, tu t'identifies comment en tant que créatrice de contenu Alors pour moi, la création de contenu, ça fait partie de mes activités, mais plus largement, je me considère plus quand même comme entrepreneur parce que j'ai plusieurs casquettes. Tu l'as évoqué, que ce soit avec ce que je fais pour la Commission nationale française pour l'UNESCO, ce que je fais pour mon média culturel artéfié. Donc vraiment, moi, j'inclus tout ça dans une palette assez large parce que je suis pas figée dans mon métier et j'espère évoluer vers d'autres choses aussi au fur et à mesure des années. Donc voilà. Mais la création de contenu, je sais que ça peut être très mal perçu, on en a déjà parlé parce que toi, tu es une créatrice de contenu aussi sur LinkedIn, donc c'est une autre forme de communication. Ouais. Mais il y a quelques années, c'était un métier qui était quand même assez, critiqué. Maintenant, il s'est vraiment professionnalisé avec des règles et je trouve que c'est assez... c'est honorable de dire qu'on fait de la création de contenu parce qu'il y a plein de choses derrière, quoi. Et en fait, tout ça t'est venu de où de base? Si je te donne une petite date, si je te parle du 14 décembre 2019, qu'est-ce que tu as à me dire sur cette date? C'est un peu le jour où ma vie a clairement basculé. Hein. C'est le mot, tout devient flou, tout devient surprenant, rien ne se passe comme avant, enfin tout devient nouveau et ça c'est un peu la magie de Miss France aussi. Enfin c'est la magie de la télévision aussi. Ton destin bascule et ça a changé ma vie et je n'ose même pas imaginer ce que serait ma vie sans Miss France aujourd'hui, quoi. Ouais. C'est sûr, ça t'a propulsé et j'imagine qu'une grosse partie de la raison pour laquelle ça a changé ta vie, c'est notamment la visibilité que ça t'a donnée. Oui, alors c'est vrai que ça fait partie du métier, c'est soudain et d'ailleurs ça faisait très peur à ma famille parce que quand tu deviens un personnage public, tu peux plus maîtriser forcément ton image à 100%, tu peux plus maîtriser ce que les gens vont dire ou raconter sur toi, donc ça peut être très pressurisant. Mais il faut réussir à se construire en étant fidèle à soi et aussi en étant fidèle par rapport aux gens qui nous suivent et ne pas perdre pied aussi. Essayer d'éviter tout ce qui est négatif et essayer de construire quelque chose de positif autour de cette visibilité. Et toi, tu t'es fait entourer à ce moment-là parce qu'avant, tu créais pas du tout de contenu. Mais avant, je détestais ça. C'est-à-dire que l'année 2019, j'ai pris la décision que j'allais faire les concours de beauté et j'avais 300 followers sur Instagram. Je postais rien du tout. Enfin, vraiment, c'était un autre monde pour moi. Et c'est mes amis qui me disaient, bon, maintenant, tu vas aller faire Miss Guadeloupe. Faut t'y mettre un petit peu. Donc, je me rappelle, tu sais, le jour où j'ai eu 1000 followers, pour moi, c'était un exploit. Une grosse étape. C'était l'étape aussi où il y avait des espèces de filtres sur Instagram avec des fleurs. Je mettais ça tout le temps. Enfin, vraiment, quand tu replonges dans mes archives du début. Tu peux aller les voir. Oui, tu peux aller les voir parce que c'est sur mes archives. Allez stalker Clémence. Ah non, c'est pas sur mon compte, mais dans mes stories, c'est très drôle à voir. Mais après, justement, je trouve que cette époque était aussi bien parce qu'il y avait moins de pression aussi sur la qualité et le format des contenus et tu te posais pas autant de questions qu'aujourd'hui. Et donc, voilà, j'ai dû apprendre sur le tard. Et puis, quand je suis devenue Miss France, là, forcément, tu vois des gens, tu sais, tu fais ça le soir j'ai des amis qui m'ont dit que le soir de Miss France, tu sais, tu réinitialises la page Instagram et ils voyaient que ça montait. Donc, c'est dingue. C'est assez dingue à vivre comme moment. Mais il m'a fallu du temps avant de commencer à poster sur Instagram malgré le fait que j'étais devenue Miss France, quoi. Ah oui, donc tu vois ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que tu as ressenti cette pression, tu sais, en fait, si je me mets pas à poster du contenu, je vais disparaître? Non, je l'ai pas ressenti pendant mon année. Par contre, j'ai commencé à m'en inquiéter peut-être l'année d'après, l'année de la remise du titre. Mais quand j'ai commencé à me professionnaliser, parce que si tu veux, pendant l'année Miss France, mon travail c'était d'être Miss France, c'était pas d'être créatrice de contenu. C'était pas ça. Il y a quelqu'un qui le gère pour toi quand t'es Miss France? Alors à mon époque non, maintenant oui. Maintenant justement, comme les réseaux sociaux se sont professionnalisés, maintenant même chez Miss France Organisation, t'as vraiment quelqu'un qui est là pour t'aider à créer les contenus, qui pense à des trends, c'est beaucoup plus qualitatif maintenant qu'à mon époque, ils le savent. Donc toi, t'avais ton compte Insta c'est ça, on te débrouille 3 photos. Du coup, pendant mon année, je me mettais pas cette pression parce qu'encore une fois, c'était pas mon travail. Enfin, quand t'es Miss France, tu t'enchaînes tout le temps. Enfin, j'avais même pas le temps de scroller mon téléphone, rien.
Et c'est après où là, j'ai commencé à avoir quelques collaborations, où j'ai commencé à me dire, mince, là, il faut que je commence à m'y mettre. Voilà. Donc c'est plus, toi, ça a vraiment commencé à être un sujet à la fin de ton année C'est Miss ça. France en te disant, bah, j'ai quelque chose, c'est comme un capital en fait. Oui, mais ça n'a pas été, si tu veux, je me suis pas fait cette réflexion-là tout de suite. Ça a été long quand même comme processus parce que du jour au lendemain, donc tu commences à avoir des collaborations rémunérées. Tu comprends pas ce que c'est comme métier. C'est comme si, on te le jette dans un univers et puis on te dit maintenant fais. Et donc même moi, il m'a fallu plusieurs années avant de comprendre la dimension professionnelle de mes réseaux sociaux, tu vois. Ouais. Donc à l'époque, c'était quand même une communication plus spontanée. Puis les gens, eux, ils me suivaient parce que j'étais Miss France. Donc quand je postais des choses qui étaient très Miss, où je souriais, où c'était toujours très joli, très épuré, ils étaient contents. Voilà. Sauf que du coup, le métier a évolué, les réseaux sociaux ont évolué. Et maintenant, c'est quand même plus compliqué, je trouve, de fidéliser une communauté sur les réseaux. Mais du coup, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que de base, la grosse partie de ton audience, j'imagine, elle est quand même venue de ton élection Miss France. Tout à Donc, fait. c'est des gens qui te suivaient parce que tu étais Miss France. Et là, typiquement, par exemple, tu t'es mise sur d'autres sujets, type ton média Artéphile. Toi, de base, t'as un master en... Oui, j'ai fait des études d'histoire de l'art. Histoire de l'art, voilà. Ouais, c'est ça. Donc, si tu veux, tu t'es quand même nichée sur une autre thématique. Oui. Comment tu gères, en fait, si tu veux, ce passage de « je suis une personnalité publique » à finalement, je veux créer du contenu, mais sur un sujet qui m'appartient, en fait. Honnêtement, c'est un passage qui n'est pas totalement passé pour moi, si tu veux. C'est encore un passage que je suis en train de construire. Alors, je pense que sur l'aspect concours de beauté, j'ai clôturé. Parce que justement, au-delà de ce que j'ai essayé de construire après, j'ai quand même fait 2 concours internationaux répartis sur 4 ans. Donc, si tu veux, j'ai longtemps eu, jusqu'à 2024, une communication qui était très Miss dans mon énergie, dans ce que je véhiculais, tu vois. Et donc, tant que les concours n'étaient pas passés, je ne pouvais pas casser complètement vers autre chose. Ok, donc tu crées que du contenu toujours autour... C'est-à-dire que oui, j'avais pas le choix. C'était des photos où j'étais très maquillée, très princesse, très brushingée, etc. Ok. Et je sais qu'il y a eu 2-3 fois où j'ai essayé de poster des choses moins Miss et ça marchait moins. Mais c'est une vraie problématique parce que, et je pense que tu peux poser la question à beaucoup de Miss France, comment attirer d'autres publics. En fait, la communauté Miss France, elle est fidèle. C'est-à-dire que les gens qui s'abonnent à toi quand tu deviens Miss France, ils restent. Ils te suivent. C'est comme si tu deviens vraiment quelqu'un avec qui ils ont vécu quelque chose et ils sont attachés à toi. Voilà, ils te suivent pour qui tu es, en fait. Exactement, parce qu'on n'a pas forcément toutes les mêmes communautés, parce qu'on n'est pas issus des mêmes régions de France. Physiquement, on ne se ressemble pas toutes. Donc, il y a plein de choses qui tu vois, divergent. Mais elle est fidèle. Néanmoins, elle est attachée à ta personnalité de Miss. Donc, c'est compliqué. Après, moi, malgré tout, tu vois, j'ai toujours essayé de parler de mes sujets. Par exemple, l'histoire, pendant le Covid en 2020, quand j'étais Miss France, j'avais fait des capsules d'histoire sur mes réseaux sociaux, tu vois, alors que j'étais Miss France en titre. Donc, si tu veux, j'ai toujours amené ma personnalité au centre de ma communication. Et donc, quand j'ai repris mon master, j'en parlais aussi. Donc, il y avait quand même des thématiques, dont celle de la culture, qui étaient quand même récurrentes dans ma communication. Ce qui fait que sur ce point-là, ça n'a pas été si compliqué à amener. Ce qui est plus difficile, je pense, c'est... que l'image de Miss France, elle est très jeune, un peu insouciante. Tu sais, t'es la jeune femme toute mignonne, qui porte des robes de princesse, etc. Ça, c'est l'image que les gens ont de toi. De Miss France en général. Oui. Sauf que tu deviens une femme. Enfin, c'est-à-dire, j'ai été élue, j'avais 22 ans, aujourd'hui j'en ai 29. Donc forcément, j'ai évolué aussi. Et donc, t'évolues, tu changes, tu coupes tes cheveux. Enfin, il y a des choses, parfois il y a des passages comme ça. Et donc forcément... c'est pas toujours évident d'amener ta communauté vers ces changements. Si elle t'aime, elle restera. Si elle t'aime pas, elle partira. T'as aussi d'autres personnes qui vont se reconnaître en toi, quoi. Et qui te suivront, qui peut-être n'avaient pas songé à te suivre avant Miss France, quoi. Oui, et toi, du coup, tu as vu un gros gap, c'est-à-dire que tu as vu des gens qui se sont désabonnés de ton compte quand tu as changé de sujet, ou au contraire, des nouvelles personnes? Tu ne le vois pas forcément sur le nombre de followers qui va diminuer, mais tu vas le voir sur l'engagement des posts. D'accord. C'est-à-dire que quand ce sont des posts qui sont... par exemple, je vais prendre un exemple, parce que c'est ce qui me vient en tête, j'avais posté une photo très mode une fois, avec un look un peu futuriste, tu vois. Vraiment quelque chose qui était aux antipodes de ce que j'avais l'habitude de poster. Et moi, je trouvais ça cool, mais en même temps, je savais que c'était pas non plus qui j'étais à 100%, mais je me suis dit, je teste, ça n'a pas marché. Et c'est normal, à l'inverse d'un post, grosse lumière, gros make-up, gros sourire, tu vois, comme ça. Là, c'est sûr que ça va marcher. Et donc là, tu sais que
là, la communauté, elle a pas validé, donc t'es un peu déçu, mais après, tu comprends aussi pourquoi ils ont réagi comme ça. Mais on te dit parfois, les réseaux sociaux, il faut continuer à poster parce que il faut faire vraiment abstraction des likes de la communauté. Si les gens partent, c'est que les bons followers vont rester. Tu vois, il y a beaucoup de phrases comme ça qu'on te dit de te répéter pour pas que ça t'empêche aussi d'être ce que tu as envie d'être dans l'instant où tu as envie de l'être, en fait. Et toi, tu as une stratégie, c'est-à-dire que tu postes ce que tu as envie de poster, ce qui te ressemble, ou derrière, il y a toute une stratégie maintenant que tu es sortie justement de ton année de Miss France? C'est une question assez intéressante et je pense que, tu vois, ça fait un peu un parallèle avec les influenceurs qui sont très, très influencés et qui sont pas forcément des personnalités publiques, donc qui ont vraiment une direction artistique bien définie, tu vois. C'est quand des influenceurs, j'en sais rien, coiffure, ils vont te faire des contenus essentiellement autour de la coiffure. Nous, c'est encore autre chose parce qu'il y a l'aspect humain, émotionnel de base. Ils sont attachés à la personne. Et donc forcément, c'est compliqué de définir une stratégie. Moi, honnêtement, j'ai jamais réussi, pour le dire comme ça, en toute transparence. On est là. J'ai jamais réussi parce que j'aime partager ce qui me plaît, ce que je vois. Enfin, tu vois, je vais me balader dans la rue, je vais me dire, ah tiens, c'est trop sympa. Il y a une petite plaquette historique. Hop, je vais la mettre en story. Mais la story d'après, je vais te faire un look du jour. Donc, j'ai pas de direction artistique. Je sais que j'ai ma personnalité et c'est ma direction artistique, c'est ma stratégie. D'accord. Ouais. Ma personnalité, elle est comme ça dans l'instant. Je vis telle chose, et je vais communiquer là-dessus sur les réseaux sociaux. Et je sais que même si j'ai essayé de le faire, ça n'a pas forcément toujours marché. Même moi, je m'épuisais en me disant, il faut que je me mette dans une case, il faut que je machin. Et ça, moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas du tout. Donc, je préfère apprécier mes réseaux sociaux et apprécier poster. Parce que quand tu deviens trop professionnel sur tes réseaux sociaux, à mon sens, moi, je trouve ça épuisant. Ça devient plus... En fait, ça devient une tâche. Oui, c'est une tâche. Et parfois, en fait, tu vas poster des choses qui te ressemblent pas en te disant... Enfin, je pense que on parle de choses qui sont tellement subtiles et qui sont parfois difficiles aussi à comprendre d'un point de vue extérieur. Mais par exemple, j'ai eu une grosse phase j'ai eu besoin de couper un peu avec les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai recommencé à poster ce que j'aimais et ça a marché. C'est-à-dire que quand tu te mets moins la pression, tu te réappropries aussi ton réseau social, tu vois. Et ça, je pense que sur moi, ça fonctionne mieux, quoi. C'est intéressant parce que moi, par exemple, du coup, donc, je fais du SEO. Quand je publie du contenu, je fais toujours en sorte que ça ait un lien avec mon métier. Parce que je me dis, en fait, je veux construire une audience qui me suit pour mon sujet. Et parce que ça a du sens par rapport à derrière, le fait que j'ai l'école du SEO et que j'accompagne les gens pour se former à ce métier-là. Je me dis, j'ai l'impression que si je sors de ce cadre-là, je vais pas avoir de cohérence et que du coup, les gens, ils vont pas me suivre. Tu vois, moi, par exemple, j'ai toujours un dilemme parce que comme je vis à l'île Maurice, des fois, j'ai envie de poster des trucs sur l'île Maurice, tu vois. Après, sur LinkedIn, c'est peut-être pas le réseau social le plus adapté. T'arrives parfois en parlant expatriation, tu vois, ça reste un truc un peu pro, mais... Moi, ce que je pourrais te dire, c'est que tu peux le faire, mais il faudra que tu acceptes aussi ça puisse déstabiliser aussi une audience qui était très attachée au SEO. Et donc, c'est toujours pareil. Faire évoluer sa communauté, c'est un vrai challenge, je pense. Et il y a beaucoup d'influenceurs ou de créateurs de contenu, que ce soit sur YouTube, Snapchat, TikTok, etc., qui, je pense, le jour où ils en peuvent plus, ou le jour où ce qu'ils font peut-être n'intéresse moins, c'est hyper déstabilisant parce que tu te dis, oulala, mais qu'est-ce que je vais être d'autre? Et tu vois, nous, Miss France, on le vit un peu comme ça parce que pendant un an, on est Miss France, mais ça dure qu'un an. Donc après, on te demande direct d'essayer de exister au-delà du titre et cet apprentissage, on le fait assez rapidement. Et toi, quand on te demande d'exister au-delà du titre, on te donne aucune indication. Enfin, je veux dire, tu es vraiment libre d'aller où tu veux. Comment tu as choisi ton sujet, en fait? Parce que c'est moi, en fait. J'aime l'histoire, j'aime la culture, j'aime les gens. Je suis attachée à mon île aussi. La Guadeloupe est très présente dans ma communication, la culture antillaise aussi. Donc, en fait, je vais pas essayer d'être quelqu'un d'autre. La seule inspiration que j'ai, c'est ce que je suis, tu vois. Donc, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Si j'aime quelque chose, je vais le partager. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis, c'est pas grave. Mais voilà, moi, c'est mon vécu, c'est mon éducation, c'est mes études. Et donc, tout
tout ce que j'ai appris, j'essaie de le mettre en œuvre sur les réseaux sociaux. Et puis, advienne que pourra, quoi. Tu vois, j'aime la mode aussi. Après, je sais que ça fait beaucoup. Enfin, ils me disent souvent, je suis une Miss France d'origine antillaise, donc j'ai grandi sur une île. Tu vois, il y a déjà cette diversité que j'incarne. J'ai fait des études d'histoire de l'art. Le truc pas forcément commun, tu vois, dans le secteur médiatique. En même temps, je suis hyper glamour. Moi, j'adore la mode, j'adore la beauté, j'aime... Et donc, si tu mélanges le tout, j'ai du mal à... Je ne fit pas dans tous les univers parce que dans la culture, on attend une certaine, peut-être, rigueur esthétique qui correspond pas forcément à celle du glamour. Dans le secteur du glamour, on s'attend pas à ce que peut-être qu'il y ait des personnes qui soient peut-être plus dans l'intellectuel. Donc des fois, tu vois, c'est un peu un micmac de plein de choses, mais c'est ma personnalité, donc je vais pas aller à l'encontre de qui je suis aussi, tu vois. C'est trop. Moi, j'y arrive pas. Si je dois être quelqu'un d'autre, si je dois me plier à des codes, si on me dit il y a tel secteur en ce moment qui marche, essaie de te mettre sur ce créneau-là et que je le sens pas, je n'y arriverai pas. Je le sais. En fait, c'est en fait quelque part tu travailles ta personal brand, ton personal branding, ta marque, c'est Clémence Bottineau, c'est toi en tant que personne. Pour ce que tu es, ce que tu aimes, les gens te suivent toi de base et après mais c'est mon choix. Mais c'est mon choix et je sais que peut-être d'autres personnes y arrivent plus facilement. Tu sais, moi, je pense que quand tu travailles aussi sur les réseaux sociaux, il y a une forme de dissociation que tu peux avoir. Il y en a qui y arrivent très bien à se créer un personnage qui est peut-être différent de celui dans la réalité. Moi, je n'y arrive pas. Donc, c'est OK et c'est... Ouais, mais tu vois, là où l'une des forces que tu as dans ton parcours et dans la manière dont il est construit, c'est qu'aujourd'hui, le fait d'avoir été une personnalité publique à l'origine, en fait, de tout ce que tu as construit, tu vois. T'as déjà essayé de taper ton nom dans Google? Oui, mais en général, alors les gens sont très attachés quand même au truc de Miss. Notamment, quand tu tapes Clémence Bottineau, tu as beaucoup en barre de recherche, ce sera surtout Miss Univers qui apparaît. Je crois que c'est la première chose. Tu as déjà vu, en fait, quand on tape ton prénom, tu as un knowledge graph, ça s'appelle. Je sais pas si ça te parle. Terme SEO. On va apprendre une petite leçon SEO. Non, mais j'en parle parce que toi, en tant que Clémence Bottineau, tu es vue comme une entité de marque. En fait, c'est comme si on tapait Mark Zuckerberg. C'est pareil, il y a un knowledge graph avec une photo, avec ton parcours, ce que tu fais, etc. Quelques médias mis en avant. J'aime bien le mot knowledge graph. Je vais dire ça maintenant pour briller, tu vois. Et tu sais que tu peux un peu te vanter, hein, parce que je vais me vanter. C'est l'algorithme Google. Pour le coup, personne n'a le contrôle sur ça. C'est l'algorithme, en fait, quand il te reconnaît en tant que quantité de marque, il va construire un knowledge graph sur toi en tant que personne, en fait. Trop bien. Et c'est un truc que tu peux pas bidouiller, en fait. Regarder le mien parce que ça m'intéresse. Mais oui. Et en fait, moi, je pense que, en tout cas, le fait d'avoir un knowledge graph, c'est ce qui te permet aussi d'aller sur plein de sujets, tu vois. C'est vrai que ça a bien changé, tu vois. Maintenant, ils te mettent carrément toutes les vidéos que tu postes, en fait, sur les réseaux sociaux. Ouais, exactement. C'était pas comme ça avant. Ils mettent Getty Images et tout, c'est dingue, hein. Et ben ça, c'est nouveau. Tu sais que les contenus Insta de comptes professionnels s'indexent. On appelle ça indexer. Quand, tu sais, quand les contenus, ils sont référencés dans les pages de résultats Google, ça s'appelle l'indexation. D'accord, ok, trop cool. Et en fait, typiquement, les contenus Insta n'étaient pas indexés sur les moteurs de recherche avant. C'est vrai. Et ça, c'est depuis juillet dernier. Donc, tu vois, ça fait même pas un an. Et en fait, c'est là qu'il y a tout un monde, en fait. Tu vois, depuis tout à l'heure, on parle de ta stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. Toi, tu es beaucoup sur Insta? Beaucoup sur Insta, oui. Et ben, en fait, aujourd'hui, depuis notamment qu'Insta indexe les contenus sur les moteurs de recherche comme Google, tu fais du SEO via Insta. Avant, tu faisais du SEO que via ton site web, parce que Google, il référençait que des sites web. Et là, comme tu vois, sur ta page de résultats Google, on a tes vidéos Insta. Ce qui fait que demain, si tu publies une vidéo Insta sur un sujet que tu pourrais aborder, par exemple, dans ton média Artefit, tu vois, avec ton compte Clémence Bottineau, en fait, tu vas boucler la boucle parce que je crois que ton média, il est sur une autre chaîne, c'est ça? Enfin, une autre. Il est sur Insta. Oui, c'est une autre page du coup. Ouais. Mais du coup, je me rends compte que c'est pas forcément référencé sur sur ton prénom. Voilà. Mais tu vois, c'est quelque chose que tu pourrais faire. Ok, mais comment je fais? Et ben en fait, si tu commences à créer du contenu sur ton compte principal, Clémence Bottineau, qui parle d'Artefit, ne serait-ce que le mentionner, tu vois, en faire une vidéo dédiée, comme maintenant Insta va
référencer les contenus sur les pages de résultats Google, tu vas permettre à Google, au fur et à mesure, à force, de faire le lien que Artefil, en fait, c'est le média de Clémence Bottineau. Et donc, peut-être que demain, dans ton knowledge graph, au lieu d'avoir beaucoup de choses de ton haleine Nice, et finalement, tu vas construire, tu vois, cette entité. C'est compliqué, mais ça m'intéresse parce que même par rapport à ce que je fais avec l'UNESCO, on verra après, ça peut être intéressant. Ouais, et tu fais bien de parler de l'UNESCO parce que du coup, donc là, en plus c'est assez récent, enfin ça fait quelques mois maintenant, mais c'est ça. Donc tu t'occupes de leur communication digitale. En fait, j'accompagne la Commission nationale française pour l'UNESCO, qui est l'organisme qui fait l'interface entre l'UNESCO et la société civile française. Ok. Donc chaque État membre de l'UNESCO a une commission nationale qui fait ce travail-là. Donc c'est vraiment une institution. Hein. Le siège, c'est au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. J'ai un badge institutionnel, je bip. Enfin, c'est. Non, mais parce que ça peut paraître anecdotique. Moi, j'ai un bureau au ministère. Tu sais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais oui, effectivement. Après, c'est vrai que c'est un travail, comme c'est le secteur institutionnel, je communique très peu dessus. Ouais. Souvent, les gens. Et d'ailleurs, tu sais, c'est un axe intéressant aussi parce que souvent, on me dit ah, mais on veut voir les coulisses de ton travail. Je dis mais en fait, c'est une institution. En fait, je suis dans un open space. Non, mais oui, mais c'est pas. C'est-à-dire que tu peux pas dire ce que tu veux. Tu peux pas faire des vlogs. Bonjour, aujourd'hui, Et en fait, ça aussi m'a fallu. Quand j'ai commencé à travailler pour la commission, il m'a fallu dissocier les deux dans le sens où je me suis dit, OK, tout n'est pas prétexte à communiquer sur les réseaux sociaux. Parce que typiquement, je m'engage dans une voie qui est quand même, tu as des soucis de sécurité, de diplomatie, donc tu peux pas te permettre de faire un peu à ta guise, tu vois. Et donc, il m'a fallu accepter ça aussi en me disant, OK, c'est une activité à part entière. Et donc, je dois respecter aussi tout ce qu'il y a autour de ce métier, quoi. Donc là où tu disais que tu compartimentais pas forcément, justement, ton contenu, c'était toi. Pour toi, l'UNESCO, ce que tu fais pour l'UNESCO, c'est vraiment un truc que tu mets dans une boîte à part? C'est-à-dire que c'est moi, mais c'est pas un outil de communication. Parce que, tu vois, aujourd'hui, forcément, ce qu'on va créer, ça va être aussi un prétexte pour communiquer dessus sur les réseaux sociaux. Tu vois, c'est réel. Maintenant, tu as besoin d'avoir cette visibilité sur tes activités. Sur la commission, je le mets un petit peu en avant, mais ça ne deviendra pas un sujet récurrent dans ma communication globale, en tout cas sur Instagram. On en a parlé peut-être un peu plus sur LinkedIn. Voilà, c'est plus intéressant de mettre en avant ces activités-là sur LinkedIn. Mais effectivement, sur Instagram, et ça, tu vois, le fait de dissocier et d'utiliser les réseaux sociaux en fonction du sujet, ça aussi, on en a parlé ensemble. Et typiquement, l'UNESCO, plus sur LinkedIn, il y a une vraie activité sur LinkedIn, un vrai terrain, mais pas forcément sur Instagram. Donc, tu compartimentes. Enfin, disons que tu diffuserais pas les mêmes messages ou en tout cas pas les mêmes sujets selon tes différents canaux. Tout à fait. Oui, dans le cadre, oui, en réalité, oui, mais je pense que c'est tout à fait normal de faire ça aussi. Enfin, parce que, typiquement, LinkedIn, c'est une plateforme quand même très professionnalisante. Par exemple, quand je rencontre beaucoup de gens du milieu institutionnel, je vais les ajouter plus sur LinkedIn et pas forcément sur mon compte Instagram. Et c'est pas que j'ai pas envie qu'ils aient cette image de moi sur Instagram, parce qu'encore une fois, je suis très en accord avec ce que je montre, mais pour moi, ça n'a pas d'intérêt pour eux de me suivre sur Instagram, tu vois, s'ils sont intéressés par mes activités en tant que conseillère pour la commission. Oui, tu vois. Et dans ce que tu conseilles du coup au niveau de la communication digitale de l'UNESCO, et c'est quoi est-ce qu'il y a un énorme fossé en fait entre les pratiques que toi tu peux mettre en œuvre pour ton compte et ce que comment tu gères ça? Et justement au début ça a été un peu un sujet quand j'ai commencé, parce que je me suis dit oulala, comment on va faire parce que tout est millimétré, tout doit être validé. Tu vois, en fait, les institutions ont chacune leur propre service communication en interne. Ouais. Par exemple, tu verras les réseaux sociaux du président de la République. Parfois, il va faire des trends. Tu te dis, c'est... Tu vois, maintenant, ils y vont. Les personnalités du monde politique, ils se lâchent. Mais là, comme on touche au secteur de la diplomatie, ça fait appel aussi au côté international, aux relations entre les pays. Donc, tu peux pas faire n'importe quoi, là, tu vois, c'est beaucoup plus cadré. Il y a des ministères comme ça ou des institutions qui nécessitent un cadre plus important. Et donc, dans le cas de la commission, il y a quand même beaucoup de réglementations. Mais après, le fait pour cette institution de s'associer aussi à mon image, c'est qu'ils ont aussi envie d'avoir un message qui est plus large, tu vois, qui ne s'adresse pas forcément aux gens qui suivent le secteur institutionnel, mais d'avoir une communication qui puisse quand même toucher un peu plus la jeunesse, quoi. Tu vois. Donc, on va dire que c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup de
ça prend du temps de changer aussi les codes dans des secteurs qui sont très codifiés, tu vois. Mais c'est un peu mon travail et donc pour l'instant ça se passe bien. Je suis bien entourée, j'ai une équipe. Mes collègues ils sont adorables. Il y a un peu de tout, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Oui. Voilà. C'est assez diversifié. Hein. C'est pas du tout homogène. Tout le monde est à un âge différent. Mais c'est bien. Ça permet d'avoir des échanges et aussi ça me permet de sortir un peu de cette sphère qui est très glamour dans mon quotidien et c'est ce que j'aime avec cette. Tu retrouves une forme de vie normale presque. Oui et non, mais c'est surtout sur les sujets que j'aborde. C'est-à-dire que quand tu fais beaucoup d'événements autour de la mode et la beauté, tu vas beaucoup parler de ces thématiques-là. Et là, quand tu travailles pour la commission, tu as quand même l'impression de participer aussi à ce qui se passe dans le monde, tu vois. Et là, à l'heure actuelle, tout ce qui est les relations internationales, elles sont assez fragiles. Et donc, le rôle d'un organisme comme l'UNESCO est d'autant plus important actuellement, tu vois. Et est-ce que tu penses que eux ils sont venus te chercher Non, c'est moi qui suis allée les chercher. D'accord. Oui. Ok. Non, mais je peux le dire parce que, en fait, j'ai rencontré le secrétaire général de la commission il y a quelques années. Je lui ai dit, comme ça, en freestyle, dans un événement que je voulais travailler pour l'UNESCO, que vraiment j'ai plein d'idées. Ouais. Il m'a donné sa carte, j'ai envoyé un mail le lendemain, j'ai demandé un rendez-vous, il m'a reçu. Et en fait, on a mis un espèce de projet ensemble pendant 1 an et demi. Et voilà, c'est abouti. C'est un message pour les jeunes qui nous regardent. Écoutez bien. Créez vos opportunités. Et ça, c'est un vrai problème sur les réseaux. Les gens prennent trop pour acquis ce que nous, on crée ou on fait. Il y a un iceberg, en fait, derrière ce qu'on montre. Et les gens, ils ont vraiment... ils pensent que tout est facile ou alors tout est faux. Enfin, pour eux, c'est soit si tu montres pas, c'est pas suffisamment, c'est que t'assumes pas. En même temps, si tu montres trop, c'est que ça cache quelque chose. En fait, les gens, ils se font des idées sur les réseaux sociaux. Ils comprennent pas que tout est bien peu compliqué que ça, qu'il y a beaucoup de travail derrière, quoi. Et j'aime beaucoup le fait que tu dises non. C'est pas eux qui sont venus me chercher, c'est moi qui suis allée vers eux. Parce que moi, tu vois, ma première idée, c'est de me dire, oui, en fait, eux, ils ont voulu redorer leur image ou rajeunir leur image. Et donc, ils sont allés s'associer à quelqu'un qui avait une image publique plus dans l'air du temps, peut-être, ou tu vois, tu disais cibler des publics plus jeunes. Des publics plus jeunes. Et en fait, ça, c'est un truc, je pense que c'est super bien que tu l'aies un peu démonté là, à l'instant, parce que, en fait, c'est pas parce que tu as une visibilité publique que tout le monde va venir te chercher pour... Pas du tout, mais les gens ne viennent pas te chercher. En fait, c'est peut-être même plus dur finalement. Je pense que c'est plus dur. Il y a une idée reçue sur le fait que tout est acquis, mais c'est tellement faux. Et puis, voilà, faut se créer ces opportunités, se faire un réseau quand on a une visibilité ou même en général, c'est la base des bases. Je pense que sur LinkedIn, c'est un peu le principe premier de se faire un réseau. Mais si tu vas pas vers les gens. Après, moi, j'ai une doctrine aussi, c'est que je ne vais pas vers tout le monde. Il faut aussi choisir les secteurs dans lesquels tu veux aller. Il faut aussi sentir les gens. Si tu sens que là, il n'y a pas un bon feeling, il n'y a rien à créer, n'y va pas. Mais quand tu sens que ça peut peut-être t'apporter quelque chose d'intéressant, que le milieu t'intéresse, que tu t'entends bien avec quelqu'un... faut y aller, quoi. Pousser les portes qui sont entrouvertes. Arrêtez de penser qu'elles vont... Alors vraiment, si tu attends comme ça, dans n'importe quel secteur, n'importe lequel, tu n'auras rien du tout. Vraiment, il faut le dire. Miss France, j'ai pas gagné par l'opération du Saint-Esprit. Je l'ai dit, c'est vrai. Je l'ai provoqué, je l'ai voulu, je me suis battue, j'ai tout donné. J'ai pas dormi pendant des semaines et des mois. Mais je l'ai fait, tu vois, et j'y ai cru aussi. Donc, c'est toujours la même chose. Il faut croire en soi, il faut se donner les moyens, il faut se réveiller le matin en se disant « je suis positive ». Ça m'arrive de me réveiller le matin en étant complètement négative, je vous le dis. Mais l'idée, c'est de se rebooster au fur et à mesure, quoi. Ouais, c'est un combat permanent, je pense. C'est un combat permanent. Et alors, pour reboucler la boucle, tu vois, avec cette notion de visibilité, et c'est pas parce que ta visibilité, elle est acquise ou lancée à un instant T qu'elle est construite. Complètement. Et toi, je pense que t'es le meilleur exemple. Mais t'es le meilleur exemple de, tu vois, presque d'une visibilité, alors tu me reprends, hein, mais j'allais dire une visibilité subie, tu vois, enfin, qui te tombe dessus en fait. Oui, mais et après que tu construis. Bah oui, de toute façon, tu subis ta visibilité quand tu deviens Miss France, on te la jette. T'as l'impression d'avoir repris le contrôle Aujourd'hui, oui. J'ai pris le contrôle quand j'ai tout accepté, le fait que voilà, ma vie c'était ça maintenant, mon travail c'était ça maintenant.
et que j'ai commencé aussi à apprécier beaucoup plus ce que j'avais parce que quand tu as beaucoup de choses d'un coup, tu paniques, tu sais plus, tu es tiraillée entre plein de choses et maintenant j'accepte que les choses soient plus lentes aussi, que le rythme s'adoucit. Je profite de plus en plus de ce que j'ai et ça c'est bien aussi. Ouais. Mais oui, j'ai subi, mais par contre, j'ai repris le contrôle. Et t'as orienté vers les sujets qui te parlaient et qui te donnaient à cœur. Après, voilà, je suis pas figée. Et ça, c'est une vraie question. Tu sais, quand t'as été célèbre ou que t'as eu un pic de visibilité, est-ce que la réussite, c'est de toujours être connue? Parce que ça, souvent, je te le dis à toi, tu sais, les gens viennent me voir et ils me disent « Ah, mais je vous connaissais pas, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ?» Puis là, je fais un petit peu le CV... qui claque. Tu leur dis taper Clémence Bottineau, il y a mon knowledge graph. Je leur dirai maintenant, mais je leur dis tout ce que je fais. Et tu sais, ils sont presque parfois un peu gênés parce qu'ils se disent punaise, elle fait beaucoup de choses, elle m'a l'air quand même assez alignée, assez pertinente dans ce qu'elle fait. Je la connais pas, c'est bizarre. Mais parce que les gens associent aussi réussite à visibilité médiatique. C'est-à-dire que pour les gens, tu as été Miss France, si tu réussis ta carrière, c'est qu'on te voit à la fois à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai une autre lecture. Après, je pense qu'on en a besoin. L'idée, c'est pas de tout rejeter. Mais pour moi, tu as le droit aussi de réussir ta vie en faisant de l'entrepreneuriat qui est moins visible. Tu as beaucoup de Miss France qui ont créé des business, des marques, qu'aujourd'hui, je pense notamment à Chloé Morteau qui vit aux États-Unis. C'est pas la Miss France que tu vois à la télé. Mais moi, c'est un modèle de réussite que je trouve vraiment extrêmement pertinent. Tu vois, elle a sa famille, elle a ses enfants, elle vit aux États-Unis, elle a déjà créé plusieurs marques. Maintenant, elle s'est lancée elle est fleuriste artistique. Mais je pense que Chloé, elle te dira, moi, j'ai toujours kiffé ma vie et ça me plaît, tu vois. Donc, il y a ça aussi, ne pas associer la réussite à la visibilité, parce que pour moi, c'est une erreur. Ouais. C'est une erreur, ouais. Néanmoins, on a quand même besoin de cette visibilité. On en a besoin, c'est vrai. Quand tu peux l'avoir et quand tu l'as, justement, il faut l'utiliser. Ouais. Mais c'est pas le fondement de tout, je pense. Ouais. Et je pense que tu as super bien réussi ce pivot. Et alors maintenant que tu as compris tout au monde du SEO, est-ce que tu veux... allez, qu'est-ce que tu retiendrais comme notion SEO? Comme notion, knowledge graph, moi j'adore, je trouve ça très très cool. Je me rends compte qu'il y a tout un monde aussi derrière les réseaux sociaux qui est très technique, ce que je vois avec toi. Et je pense que si tu as matière à maîtriser ces codes-là et ce monde, tu peux être beaucoup plus performant sur les réseaux sociaux. Donc, je vais t'appeler plus souvent, Camille, parce que moi, ça m'intéresse et j'ai envie d'avoir des outils pour justement mieux maîtriser l'algorithme, mieux maîtriser Google. On en parlait en off, même juste le référencement TikTok, on en parlait tout à l'heure. C'est ça, et tu vois, moi je suis un peu, tu sais, non, j'avance comme ça, j'ai pas besoin de regarder moi je suis très... Il y a un algorithme de référencement. Tu vois, les algorithmes, je détestais ça quand j'étais au lycée, tu vois, typiquement les algorithmes que tu faisais. Mais moi je pense que c'est vraiment c'est presque mathématique, tu vois, les internet, le référencement, les réseaux sociaux. Mais toi, je pense que t'es extrêmement passionnée. Moi, je suis plus une artiste, tu vois, je suis dans la création, je suis celle qui... Et donc, j'arrive pas. C'est super intéressant. Technique, ça me fait flipper. Mais je pense qu'avec toi, justement, ça incite les gens à aller chercher un peu plus de comprendre aussi. Puis surtout dans ce monde qui change. Maintenant, il y a l'IA. Si tu ne mets pas forcément à la page maintenant, je pense que dans 10 ans, 15 ans, on sera tous dépassés par... on maîtrisera pas plus rien. On ne maîtrisera plus rien, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, merci. Merci à toi, Clémence. J'espère que t'as trop parlé. J'espère que... En tout cas, moi, j'ai trouvé ça méga intéressant. Ok, trop bien. L'angle à l'envers de tout ce qu'on connaît jusqu'alors, hyper passionnant. Et merci d'avoir été là sur cet épisode un peu spécial. Je veux dire aux gens que on n'a rien sans travail. Hein. C'est un peu la philosophie de base. La finalité, c'est pousser les portes entrouvertes et ayez des knowledge graph. Si vous avez un knowledge graph, vous avez réussi votre vie, selon Camille. Et voilà, on va terminer sur ce mot de la fin. Je pense que c'est le meilleur mot de la fin. Tapez votre prénom sur Google pour voir si vous avez un knowledge graph. Et si vous ne l'avez pas, dépêchez-vous de vous mettre au travail. N'oubliez pas de vous abonner. On va avoir toute une série là pour le SEO Summit. On reçoit des Clémence Bottineau et on reçoit aussi des docteurs en algorithme. On reçoit tout type de profils. Donc on va apprendre un tas de choses. Et donc on vous dit à très vite pour un prochain épisode. Au revoir.